Salut, bienvenue sur La Frappe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Axel Sola, le nouveau champion de la RES en moins de 70 kilos. Merci Axel d'être venu. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous, donc c'est parti. Ok, donc on va revenir Axel sur ton actualité sportive, notamment sur ta victoire sur Tourpal Yunusov au quatrième round par TKO. Un TKO qui a suscité pas mal de débats, notamment dans la cage, avec un Tourpal qui avait notamment reproché à l'arbitre d'avoir arrêté assez tôt le combat. Qu'est-ce que tu penses de l'arrêt de l'arbitre? Est-il justifié ou est-ce que tu penses que c'était une bonne chose? Enfin, il a arrêté un peu trop tôt. C'est assez délicat, hein, le métier d'arbitre en MMA, une seconde ça peut être soit trop tard soit trop tôt, donc c'est très difficile de trouver le bon moment. Après j'ai aucune idée concrètement s'il était capable ou pas de continuer le combat, il dit qu'il pouvait donc je veux bien le croire. Néanmoins j'ai convaincu l'arbitre qu'il pouvait pas revenir Et c'est et l'essentiel. donc c'était dans mon intérêt effectivement parce que ça me permet d'avoir une victoire avant la limite et donc d'assurer la victoire. Donc de pas laisser le sort du combat entre les mains du juge. Après, si c'était justifié ou pas, ça j'en sais rien, mais moi mon job c'était de tout faire pour essayer de convaincre l'arbitre, ce que j'ai fait. Et bon bah c'est allé dans mon sens et j'en suis content. Super. On sait qu'à l'avenir, tu risques sûrement de défendre ta ceinture ARES. Avant, pourquoi pas un éventuel UFC Paris, vu les dernières déclarations de ton coach Aldric Cassata, dont on reviendra plus tard dans le podcast. Est-ce que tu avais la caisse sur ce combat pour tenir un cinquième round ou pas, tu penses? Oui, oui, je pense que j'avais la caisse, j'ai une bonne gestion du match. D'ailleurs, même après l'accélération, j'avais encore 30 secondes d'accélération, donc ça montre que j'avais encore des balles dans le chargeur. Après, Après voilà, c'est vraiment un jeu d'énergie, il faut vraiment gérer ton énergie par rapport à l'adversaire, mais en même temps, si tu es trop dans la gestion, tu limites tes chances de finir le combat, donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux, et ça se fait avec l'expérience. Sur Twitter, on a notamment pu lire après ta victoire contre Tourpal beaucoup de commentaires de personnes qui étaient surpris de la bonne, du bon côté de ton niveau de lutte. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours, si tu as déjà fait des compétitions de lutte, si tu t'entraînes en lutte, depuis quand, et si par exemple tu as eu certains combats dans ta carrière, que ce soit amateur ou professionnel, qui t'ont fait passer des leviers en lutte? J'ai découvert la lutte quand j'étais au lycée, donc après un an ou deux de MMA, enfin donc c'est au MMA que j'ai découvert la lutte, et ça m'a donné envie d'aller dans des clubs de lutte, donc je suis allé dans des clubs de lutte par la suite, je fais quelques compétitions de lutte, mais j'ai pas été régulier dans mon entraînement en lutte, une erreur de ma part. J'ai eu des pauses, il y a eu des grosses pauses au milieu, mais je pense vraiment que c'est la meilleure base pour le MMA. C'est vraiment quelque chose qui structure ta manière de combattre. Et bon, bah aujourd'hui, c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que c'est clair et net qu'il faut que plus t'es bon en lutte, plus ça te donne de cartes en main pour trouver la victoire. Que ce soit autant sur le striking que sur les phases de grappling. Donc après, sur la lutte en MMA amateur, surtout à l'époque où j'y étais, où je combattais, il y avait deux équipes avec des très bons lutteurs, donc originaires notamment du Caucase. Donc il y avait l'équipe de Bahreïn, donc maintenant ils sont tous passés professionnels, et il y avait l'équipe de Russie. Et, euh, et vraiment, donc ça c'était plutôt les deuxièmes années en amateur, mais même déjà la première année, en fait je me rendais compte que par caricature, faire tomber c'était gagner son round, faire tomber contrôler c'était gagner son round. Donc moi j'étais pas arrivé dans la première compétition IMAF avec l'optique de faire tomber contrôler, donc j'étais plutôt arrivé avec l'optique de striker. Et puis voyant un peu à quel point ça permettait de gagner les rounds et aussi de gagner les rounds en se protégeant parce que bah, c'est des compétitions sur une semaine et forcément si on contrôle son adversaire au-dessus on prend moins de risques que si on boxe avec lui pendant 3 rounds. Et étant donné que bah, y a plusieurs combats à réaliser, on veut éviter absolument une coupure, on veut éviter absolument de se faire mal à la main en frappant. Donc faire tomber, temporiser aussi, c'est une bonne manière d'économiser son énergie, notamment si son adversaire n'a pas vraiment les outils pour se relever efficacement et rapidement. Donc vraiment l'IMAF ça m'a ouvert les yeux sur l'importance de la lutte en MMA. Donc à partir de là j'ai beaucoup travaillé ces phases-là, mais notamment les phases de cache contrôle plus que les phases de lutte au centre. Maintenant je prends plus de plaisir à travailler la lutte au centre parce que bah, y a plus de finesse dedans, mais je travaille beaucoup encore le cache contrôle. Et donc bah, voyant à quel point c'était important, Virgile et moi on a beaucoup travaillé la lutte assez rapidement. Donc c'est à ce moment-là que Virgile a commencé à s'entraîner avec moi quand je commençais mes combats amateurs. Et Virgile ayant un fort passif de judoka, en fait, avec les années, il a vraiment réussi à transférer les techniques et ses capacités de judoka vers le MMA. Et toujours avec en tête cette importance de la lutte pendant les combats amateurs. Et donc là, de suite, là, j'ai eu un sparring partner qui mettait une grosse pression en lutte. Euh,
Donc ça m'a aidé à développer beaucoup ma défense avec Virgile, plus que l'attaque, parce que attaquer sur Virgile, c'est attaquer un frigidaire. Donc vaut mieux avoir les cuisses en conséquence, et c'est pas forcément le cas pour moi. Donc ça m'a permis de beaucoup développer ma défense, et après avec d'autres sparring, j'ai pu développer mon attaque aussi. Et puis voilà, c'est vraiment des phases qui m'intéressent, hein. Tous les phases contre la cage, c'est un peu du jujitsu debout, quoi. Tu vois, c'est comme si tu étais en croix ou en demi-garde debout. Donc dans le sens où c'est plus fixe que de la lutte au centre. La lutte au centre, c'est très dynamique. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du timing et il faut aller vite, quoi. Donc c'est plus difficile. Alors que la lutte contre la cage, on peut y aller de manière plus méthodique. Donc c'est deux approches de la lutte un peu différentes. Ouais, le Mais rythme est différent en fait. Contre la cage, c'est forcément, ça, du on fait peut que prendre tu son peux temps. même t'appuyer contre la cage pour défendre. Autant en défense qu'en attaque, en fait, hein, la cage, c'est ton meilleur ami. Donc voilà, c'est vraiment une phase de lutte très spécifique au MMA que j'ai beaucoup travaillé aussi Et parce que ça, du coup, tout ce qui est phase de cage control, hors lutte libre, lutte au milieu de la cage, t'as vraiment commencé à le bosser vers quelle année? Ta deuxième année amateur, c'est ça? après la première compétition amateur, donc Après tes premiers c'était World en Gym Maf, ouais. 2017, fin 2017, 2018, deuxième année amateur. Là, je me suis dit, ok, je travaille à fond la lutte, etc. Vient les championnats d'Europe et je me vois que je gère pas du tout ces phases de lutte. Donc, parce qu'en fait, le premier combat, je me crame totalement parce que j'ai aucune gestion d'énergie avec la lutte. Donc après là, comment ça s'appelle, je finis le tournoi en mode striking et ça passe, je gagne. Et après, ça m'a laissé le temps après avec le temps qu'il y avait entre les deux compétitions pour les deuxièmes championnats du monde de vraiment mieux gérer ces phases de lutte. Structurer ton jeu. Mieux gérer ces phases de lutte, c'est de la gestion d'énergie parce que c'est comme une course et le but c'est une course d'endurance et de vitesse et le but c'est d'arriver avant ton adversaire donc il faut gérer un peu ces paramètres, tu vois. Mettre les accélérations au bon moment et savoir se temporiser et se trouver un rythme quand il le faut aussi. Donc voilà, et vraiment ces phases notamment de lutte, mais de manière générale, cette gestion d'énergie dans le combat, je l'ai vraiment développée avec le MMA amateur parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'avais naturellement. Moi, j'étais du genre à partir trop vite, trop fort. D'abord en striking, c'était le cas, mais j'ai eu le temps de l'expérimenter en boxe taille, en amateur en boxe taille. Pour ceux qui savent pas, t'as fait combien de combats amateurs en taille? J'en ai fait 13. J'ai 13-0 en boxe taille. Bon, après, c'était du classe B, hein, mais j'avais gagné les championnats de France, donc j'avais 17-18 ans, j'étais content. Mais mes premiers combats de boxe thaï, ça partait, et je En faisais un tout folie, droit ouais. vers la victoire. Donc quand j'avais des adversaires un peu plus faibles que moi, ça passait, mais dès que j'ai eu des adversaires qui me tenaient tête, je me suis retrouvé dans des situations, c'était compliqué. Tu vois, j'arrivais milieu de deuxième round, plus de jus, carbo, avec un adversaire qui est en train de remonter et qui te rentre dedans, et là, ça m'a servi de leçon, quoi. Ça m'a vraiment appris à me gérer en striking. Le MMA amateur m'a appris à me gérer sur les phases de grappling. Et donc après aussi, les oppositions que j'ai eues, comme je l'ai dit, il y avait des très très gros lutteurs à l'époque où j'étais à l'IMAF. Il y a toujours des très bons lutteurs, mais à mon sens, à l'époque, ils étaient même peut-être plus forts. Peut-être. Ben, la transition est toute faite. On va parler des IMAF qui viennent d'avoir lieu, là, les Europes. Est-ce que ça t'arrive de te tenir toujours informé de ce qui se passe sur le circuit amateur? Euh, Malheureusement, j'ai pas regardé les derniers Europes, mais je vais clairement les regarder parce que il y a eu des super combats il y a vraiment des fighters un peu de tous les horizons là, qui sont en train de monter. Et j'adore regarder le MMA amateur. En fait, j'ai pas pu le regarder parce que quand il y a eu les Europes, j'étais en préparation pour mon combat. C'est ça. Puis après, il s'est passé des choses après le combat où du coup, j'avais pas En forcément la fait, tête à ça. c'était les mondes pendant ton combat et Ah, les ok, Europes, ils viennent d'avoir lieu. T'étais en prépa avec Virgile. ok, voilà. J'étais vraiment la tête dans le jus, mais clairement, là, il faut que je les regarde. Et c'est dans mes devoirs, hein, donc je vais devoir les regarder tôt ou tard parce que je trouve, en tout cas, à l'époque où je regardais vraiment régulièrement et assidûment le MMA amateur, donc j'étais déjà passé professionnel, on voit vraiment des choses intéressantes. On voit vraiment des techniques ou des manières de gérer certaines positions de manière assez unique et des fois de manière plus originale que ce que je peux voir en professionnel, Ouais, notamment sur les phases de lutte et de scramble. c'est assez innovant de regarder leur phase et ça t'inspire en fait, c'est ça? Bah ouais, c'est ça. Puis en fait, comment dire, ils sont très souvent en amateur. Alors c'est de moins en moins le cas, non, ils sont de plus en plus complets, mais ça arrivait souvent qu'on avait des gens très forts dans un domaine, Ouais, tu vois, très en amateur. unidimensionnel, ouais. Vraiment des combattants qui étaient champions dans leur sport, soit en sambo, en lutte ou même en boxe thaï, tu vois, et qui arrivent en MMA, donc bien sûr avec un bagage à peu près complet, mais bon, vraiment avec un point fort dans un domaine, et vraiment, ce point fort, ça se voyait, quoi, tu vois, ça se voyait dans la manière de gérer une position qui la rendait tout à fait originale, tu vois, dans la gestion, donc non, vraiment, c'est inspirant de regarder les combats amateurs, là, j'ai des devoirs à faire, donc je vais les faire parce que vraiment, ça Super. m'intéresse, quoi. Bah, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé lors des derniers IMAF. Si c'est, pour certains, ça a été une polémique incroyable sur Twitter.
C'est le combat qui a eu la demi-finale des moins de 66 kilos, opposant deux Français, donc Vidal d'un côté Mais je contre sais pas Paul comment Belin. c'est possible parce qu'à l'époque où j'y étais, chaque pays a le droit de mettre deux combattants. Mais ils peuvent s'entrer en finale. Mais oui, c'est ça. Et là, ils se Ouais. sont rencontrés en demi, j'ai pas compris comment ça a pu arriver. C'est assez bizarre. Bah, je me permets de te montrer le. Peut-être qu'ils ont changé les règles et que le tirage au sort, maintenant, il n'exclut pas les combattants du même. Je sais pas, il me semble qu'au monde c'était comme ça également. Mais je vais te montrer, je me permets de te montrer le finish. J'ai vu le finish. Ah, tu as vu? Ouais, ouais, je l'ai. Et apparemment, ben, beaucoup de gens sur Twitter ont réagi à ce finish en disant qu'il Bah, il est était plutôt net, non? assez. Oui, en disant qu'il était assez violent, qu'entre deux partenaires c'était dur, etc. Moi, je voudrais ton avis à toi qui est un ancien. Enfin, t'es Ils ont accepté même de combattre l'un contre l'autre. la première ou deuxième génération non, de Français à avoir fait des IMAF. Deuxième, ouais. Ouais, deuxième génération de Français à avoir fait les IMAF. Tu penses que c'est avoir respecté son adversaire que d'être allé à 100% avec, non? Ils ont accepté de combattre l'un contre l'autre, donc à partir de là, Voilà, il n'y a pas quand de on débat. combat, on fait pas ça à moitié, hein. Voilà, y a pas de débat, il a Ça m'est respecté. arrivé de voir deux combattants du même pays combattre l'un contre l'autre, et du coup, ils faisaient un match de lutte, tu vois, ils cherchaient pas vraiment à se faire mal Ça, sur le c'était striking. quelle nation en général? C'était la Russie. Ouais, Russie, quand il fermait les podiums, Mais attention le match par contre, hein, ça envoyait. s'ils cherchaient pas forcément à se mettre KO sur le striking, mais sur la lutte, attention, fallait être bien réveillé quoi, pour suivre ce qui se passait parce que ça enchaînait. Mais à partir du moment où ils ont accepté de combattre l'un contre l'autre, moi je vois pas le problème, hein. Je veux dire, si demain, moi je devais combattre contre un sparring partner aux IMAF et que j'ai pas envie, parce que moi, bon, dans ma tête, j'ai pas envie de me battre vraiment avec quelqu'un avec qui je m'entraîne tous les jours, tu vois. Bien sûr. Bah, ce serait pile ou face et voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ferais. Mais si les deux ont décidé que ils prenaient le combat et qu'ils le faisaient, bah, le fait que ton adversaire soit français, italien, africain du Sud De ou toute façon, australien, en ça change rien, tu général, vois. toute l'année, hors IMAF, ça s'affronte entre Français. Donc, Bah ouais. lors de ton dernier combat, Lares, tu as remercié tes coachs, et notamment un coach qui commence à se faire connaître du grand public, qui a été notamment mis en avant par Aldric Cassata lors de la Fight Week de l'UFC Atlantic City sur RMC Sport. Je veux parler de Jérôme Vollerin. Je l'avais remercié en disant que c'était le meilleur coach striking possible d'avoir dans son coin. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer ce que tu travailles, ce qui fait pour toi la différence avec un coach comme Jérôme Vollerin dans ton coin? Parce qu'apparemment, il serait très très fort sur le footwork. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors le meilleur au monde, je sais pas, mais en tout cas le C'est meilleur ce que avec tu... lequel j'ai Ouais. travaillé dans ma vie, parce que moi j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu quand même pour mes entraînements, pour préparer des combats. Donc j'ai fait quelques clubs, je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait quelques-uns. Et en tout cas, selon mon appréciation personnelle, c'est avec lui que j'ai fait le travail le plus intéressant sur l'aspect striking. Donc pour être très honnête, là on en est encore en train de sortir du travail basique, dans le sens où avec lui jusqu'à présent on a fait beaucoup de travail sur la mécanique de frappe, sur comment mettre une frappe correctement en fait. On en est encore là malheureusement. Mais c'est un temps qui a été nécessaire de prendre. Pourquoi? Parce que quand ta mécanique de frappe est bonne, c'est là où tu as le meilleur ratio entre énergie demandée et énergie transmise à Ouais, ton énergie adversaire, tu dépensée. vois. Donc énergie, donc la amélioration entre l'impact et... En gros, l'idée c'est d'avoir le meilleur impact pour le minimum d'énergie dépensée pour la frappe. Donc ça, il faut avoir une mécanique bien précise. Et là où il a été très fort déjà, c'est être capable de voir quand la mécanique est bonne ou pas. Donc ça commence déjà là. Parce que si la mécanique n'est pas bonne, derrière tu peux faire tout le travail tactique, technique que tu veux. Ça arrivera jamais assez fort, ça arrivera jamais assez stable, ça arrivera jamais assez vite et ça te demandera trop d'énergie. Donc on était vraiment sur ce travail de mécanique. Et là on commence doucement à rentrer sur des choses un peu plus, on va dire, tactiques, technique plutôt tactique, ouais, plutôt de l'aspect tactique du combat. Donc là, on commence à faire ce travail-là. Donc là, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir et à développer avec lui. Mais voilà, donc vraiment, j'ai eu un super feeling sur ce travail de mécanique et ça me donne que plus envie de continuer à travailler avec Jérôme. Super. Concernant ton physique, on sait que d'après les précédentes interviews que tu as fait, tu avais expliqué que tu avais eu un master en sport. Est-ce que tu pourrais nous dire le diplôme? En sciences du sport, donc en réhabilitation plus précisément, en EOPS il s'appelait, en entraînement et optimisation de la performance sportive. Donc voilà, D'accord. c'est l'intitulé exact du master. Donc, on sait que tu as un physique assez impressionnant pour un moins de 70 kilos. Est-ce que, déjà, premièrement, tes études t'aident à avoir une condition physique, une shape incroyable? Et est-ce que tu penses que ça t'aide aussi à mieux gérer ton coaching? Et dernière question, parce que c'est une question en trois parties. Est-ce que vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent,
et qui hésitent à lâcher les études ou autre pour faire du MMA, est-ce que tu les encourages au contraire à continuer les études et dans la voie du sport plus précisément, ou tu penses que ça matche pas en fait une carrière à haut niveau et les études? Ben, je vais commencer par la dernière question. On peut s'entraîner que quelques fois dans la journée. On peut pas s'entraîner de 8h à 17h non-stop, c'est pas possible. Le corps humain n'en est pas capable. Donc il y a du temps libre. Ce temps libre, après, on n'a pas tous la possibilité d'avoir le soutien autour de nous pour pouvoir le consacrer à des études, parce que bah, ça coûte des sous de faire des études. Puis à côté, il faut quand même se nourrir et se loger. Donc effectivement, si vous en avez la possibilité de faire des études et que vous êtes jeune et que vous avez trouvé un domaine qui vous intéresse, et ça peut être des études universitaires ou ça peut être autre chose, hein, ça peut être un BTS, ça peut être n'importe quoi, à partir du moment où c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, j'encourage forcément les jeunes à le faire, parce que bah, le sport ça dure qu'un temps, quoi qu'il en soit. À partir de 34-35 ans, ben, ça va être de moins en moins envisageable de continuer dans ces voies. Donc il y a une vie après le MMA, après les sports de combat, et elle arrive assez vite, donc c'est bien de pouvoir la préparer. Après, comme je l'ai dit, il faut avoir comment dire, l'entourage et être dans les circonstances qui permettent de faire ça, parce que ben, c'est pas donné à tout le monde. Donc si vous pouvez le faire, faites-le, et puis si vous pouvez pas le faire et que le MMA est vraiment votre passion et que cela vous tient à cœur, ben, c'est un choix. Il y a des pour et des contre, hein, comme tout dans la vie. Et après, bah, personne d'autre que vous ne peut savoir si c'est la chose à faire ou pas. Après, concernant mes études, les études m'ont juste appris à chercher l'information, tout simplement. On se pose une question sur bah, comment ça fonctionne. Et bien, les études, le master, t'apprend à chercher l'information, développe la curiosité, et t'apprend à structurer ta manière de rechercher, d'apprendre et d'enregistrer l'information. Donc, c'est essentiellement la majeure partie de la chose en fait, hein, En fait, parce tu que as appris une méthode particulière de... non, c'est pas une méthode, mais c'est qu'en fait, on est constamment amené. C'est très théorique, hein. Au final, un master, on fait très peu de pratique hein, dans un master de sport. Mais on a régulièrement des sujets, des problématiques, par exemple, réhabilitation après les croisés du genou. Et ben, on va devoir faire des revues de littérature sur ce sujet pour voir les différents protocoles, différentes D'accord. méthodes, pour pouvoir après nous proposer quelque chose et on va être noté là-dessus. Et il se trouve qu'en master, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à la volée comme ça. Et de par le volume qu'on fait, on est spécialiste dans rien, on est bon dans rien, mais en fait, on développe juste capacité à chercher l'information. Parce que demain, effectivement, si je dois m'occuper de quelqu'un qui a eu un problème des croisés ou une équipe de baseball, mais il va falloir que je regarde les revues de littérature sur les sujets pour voir ok, à quoi ces athlètes sont à risque, quels sont les facteurs clés de performance. Et il va falloir que, par ce biais-là, j'établisse un plan détaillé de comment je m'y prendrai pour développer ce que je veux développer. Donc après, à partir de là, quand s'est posé la question de la catégorie de poids, parce qu'on savait que pour 77, j'étais un peu flagada, et pour 70, j'étais énorme, donc c'était soit j'étais le plus gros physiquement, soit j'étais fort physiquement dans ma caté, soit je l'étais pas du tout. Et bah, dans une recherche de performance, effectivement, surtout en professionnel, parce qu'en amateur, ça n'a pas vraiment intérêt de faire ça, bah, forcément que la catégorie 70 était évidente pour moi. De plus que bah, après, je connais plein de combattants de 70 qui ont à peu près le même gabarit que moi, donc en fait, c'était C'était tout à évident, fait quoi. logique. Ouais. Donc voilà, hein, quand est venue la question de 70, eh bien, je fais mes recherches parce que j'ai besoin de comprendre les choses que je fais. Je peux pas me contenter de juste faire ce qu'on me dit de faire. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai appris, j'ai essayé, j'ai fait des erreurs que je ne ferai plus. Et puis ben voilà, au fur et à mesure que je fais des cuts, je suis de plus en plus efficace dans mes cuts. Donc voilà, après concernant mon physique, je considère pas que physiquement je sois particulièrement impressionnant, dans le sens où les barres que je peux soulever ou les exercices que je suis capable de réaliser sur l'exercice de poids de corps comme en gymnastique ou quoi, ben, il n'y a rien d'incroyable ou d'exceptionnel dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des amis qui sont beaucoup plus performants que moi. Après, Euh, quand ton ami c'est Virgil Hogan, c'est un peu normal que ça soit oui, non, mais c'est impressionnant. même pas lui que je prends comme référence parce que lui, c'est pas des choses qu'il travaille particulièrement. Il en fait un Ouais. petit peu, mais sans plus. Mais en fait, mon avis là-dessus, c'est que avant tout, la préparation physique, c'est ni pour développer la force ni la vitesse, mais c'est avant tout le plus important pour te protéger des blessures. Donc travailler sur tes points faibles, mais aussi sur tes points forts pour faire en sorte que tu te blesses pas. Parce que si tu te blesses, tu t'entraînes pas, si tu t'entraînes pas, tu progresses pas. Ensuite, de deux, avoir un squat de 200 kilos, est-ce que ça t'aide en MMA? Mon avis, c'est que ça peut aider, mais c'est pas la priorité. C'est-à-dire que le temps que ça va te demander pour arriver à un très haut niveau physique, que ce soit en termes de force, de vitesse ou de mobilité, c'est du temps que tu consacres pas à ton entraînement MMA.
C'est-à-dire que si tes 5-6 heures de prépa physique par semaine, tu les passes à mettre des jabs sur le sac, bah, peut-être que ces jabs sur le sac font que tu vas gagner ton prochain combat. Mais par contre, ton soulevé de terre ou autre, c'est pas ça qui va forcément t'aider. Alors après, pourquoi je le fais? En fait, je le fais pour augmenter principalement ma charge d'entraînement. C'est-à-dire que la musculation, c'est une stimulation qui est plutôt unique sur le système nerveux, d'une intensité qui est plutôt unique et qui est difficilement reproductible dans d'autres activités que la musculation lourde. Et donc, par ce biais-là, c'est l'occasion, selon moi, d'augmenter, on va dire, le seuil de résistance du système nerveux, d'augmenter la capacité du système nerveux à pouvoir encaisser de la charge d'entraînement. La charge d'entraînement étant le volume d'entraînement hebdomadaire, ou, enfin, à la semaine ou au mois que tu es capable d'infliger à ton corps. Plus il est haut, plus tu peux t'entraîner, plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Parce qu'encore une fois, ce qui En fait fait, que tu tu gagnes, repousses les limites. c'est ça. Ce qui fait que tu gagnes, c'est tes capacités en grappling, en lutte, au sol, point barre. En lutte, je dis en grappling, en Ouais, lutte, en ouais, ouais, boxe, ça. point barre. Tu vois, donc voilà, ces phases-là, il faut être capable d'encaisser des gros volumes sur ces choses-là. Ouais, super, c'était super enrichissant de cette réponse. Et je pense que tous les jeunes fighters seront contents d'avoir cette réponse-là et d'apprendre beaucoup avec ce que tu nous as partagé. Où tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te vois en fin de carrière? Est-ce que tu te vois toujours dans la cage? Est-ce que tu te vois dans une organisation bien particulière? Et la deuxième, c'est est-ce que tu as un plan d'après-carrière? Est-ce que tu te vois, par exemple, je sais que ça a été suggéré, je crois que c'était j'avais vu chez les maîtres fumiers, il y a quelqu'un qui avait dit Axel, enfin, tu sais, ils font des screens, ils mettent en story, Axel ferait un très bon coach et tout pour plus tard. Est-ce que tu te verrais bien faire coach de MMA ou pas du tout Bon, en disant, si je combats encore, je serai probablement sur la fin de ma carrière, c'est que vraiment, bah, je serai dans un pic de forme incroyable et que bah, ce sera trop bon en fait de combattre encore à ce moment-là. Donc j'espère, si je combats encore à ce moment-là, bah, je serai dans une top organisation, euh, comme l'UFC. Après, 10 ans, ça fait loin quand même, et c'est difficile de se projeter. Alors après, pour l'après-combat, effectivement, coach et entraîner, ça m'intéresserait parce que ben, pendant des années, je me suis entraîné un peu dans le vide. Pas que j'ai été délaissé par mes coachs, pas du tout, mais à ce moment-là, il y avait une équipe pro, moi j'étais pas professionnel. Il y avait une équipe pro, donc bah, Adric s'occupait des professionnels, il était lui-même combattant pro, donc bah, c'est pas qu'il s'occupait pas de moi, hein, au contraire, hein, à chaque fois que j'avais des questions et tout, bah, j'étais épaulé, et on m'aidait, et on me dirigeait, mais pas autant que maintenant forcément. Et j'ai perdu beaucoup de temps dans mon entraînement parce que ben, je savais pas trop comment m'y prendre pour les moments où j'étais pas forcément avec quelqu'un pour me diriger. Et si c'était à refaire et que c'était à refaire avec les connaissances que j'ai maintenant, je pense que j'irais beaucoup plus vite dans mon entraînement. Et toute cette expérience, ces erreurs et ces choses que j'ai comprises jusqu'à présent, ben, pour les transmettre à des jeunes, ce serait super intéressant. Je pense pas qu'il faille tant de temps que ça pour devenir très bon en MMA. Il faut juste de la détermination, être capable de se donner entièrement à ce sport et d'être bien encadré. Parce que l'entourage, c'est très important dans tout, en fait, en général, hein. Tout ce que tu veux faire dans la vie, si tu as un bon entourage, ben, t'augmentes tes chances que ça marche. Donc si tu te verrais coach, tu te verrais plus auprès de jeunes que d'athlètes déjà aguerris. Peu importe, peu importe. Mais pas forcément de jeunes, hein, même d'athlètes déjà guéris. Si, hein. Je pense que entraîner des gens, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et la compétition, la performance, c'est quelque chose qui m'intéressera toujours. Donc, clairement, pourquoi pas. Après, on verra de quoi la vie est faite, hein, parce que bon, bah, peut-être qu'entre-temps, des opportunités se présenteront et qu'à ce moment-là, ben, ces opportunités qui ne seront pas forcément liées à la préparation physique ou au coaching, ben, pour différentes raisons, seront plus intéressantes pour moi. Donc, on verra. Mais en tout cas, j'aimerais prendre le temps dans ma vie d'entraîner assidûment quelques combattants, vraiment de me concentrer sur quelques combattants et les faire monter et les amener le plus haut possible. Mais déjà, avant de pouvoir prétendre à faire ça, j'ai quand même beaucoup de choses à comprendre déjà Bien pour moi, sûr, bien sûr. de cap à passer, parce que ben voilà, et une fois que je les aurais passés, que j'aurais compris, que j'aurais terminé ce que j'ai à faire en tant que athlète, ben peut-être ouais, je prendrai la casquette de coach. Super. Axel, est-ce que tu aurais des remerciements à faire en cette fin d'interview? Bien sûr, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'interview, c'est très compliqué dans ce sport si on n'a pas un environnement et un soutien à tous les niveaux pour pouvoir être dans les meilleures conditions pour s'entraîner, se préparer et combattre. Et encore pour moi aujourd'hui, même si je suis professionnel et que bah, je commence à faire doucement ma place dans les MMA français, j'ai besoin de soutien et je peux que remercier donc les sponsors affichés sur mon t-shirt qui me permettent tous les jours de me lever et d'avoir juste à me poser une seule question: comment je vais faire pour devenir une meilleure version de moi-même. Donc un gros merci à tous mes sponsors, au groupe de Vaux, Boxing Squad, Yachting Concept, à Prestige, Yacht,
à Résilience Sport Management ainsi qu'à Monaco Coaching Concept. Je te remercie Axel d'être venu sur la frappe et de nous avoir partagé toutes ces expériences. Et je te souhaite bonne chance du coup pour ton prochain combat. Merci, je vais tout faire pour ne pas vous décevoir et vous donner un spectacle à hauteur de vos attentes.